débat pertinent. Moi, je pense bien. On va appeler maintenant Madame. Désolée pour vos oreilles. Je vais appeler maintenant Madame Fatna. Non. Madame Fatna Ikram. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Madame Fatna Ikram, merci. Encouragez-la pour qu'elle puisse venir. Vous pouvez vous installer. Ensuite, j'appelle Aimée Félicité Essonneau. Madame Essonneau, si elle est là. Je ne la vois pas. Et alors, j'appelle Madame Fetouma Djirari. Est-ce que ça ira là? Oui. Nous allons être rejoints en duplex par Madame Marie Tamoifo-Nicom. Voilà. Voilà, en attendant qu'elle nous rejoigne, je vais demander d'installer une troisième chaise pour elle. Bonjour mesdames, bienvenue. Je vais commencer par une présentation de Madame qui va nous faire une présentation en anglais. Donc pour les bilingues, et pour les non bilingues, on aura une petite traduction. Do you want to do it here or do you want to be there? Vous devez faire une présentation en anglais, n'est-ce pas? Yeah? Okay, Can you hear me? If it's okay. Yeah, it's okay. I think that it's working. Okay, good morning, everyone, and thank you so much for... I think... Oui. Maintenant, donc maintenant, je vous invite en fait à écouter en anglais. Good morning, everyone, and thank you so much for this invitation. It's such a pleasure to always share experience and perspective. So my name is Fatna Ikram Al-Fan. I'm a co-founder of Youth for Climate Morocco, which is an organization that works on climate change and environmental issues. We work with youth to raise awareness in order to create sustainable solutions and projects to help maintain our environment. So I think this is my presentation. Yeah. Should I start? So yes, please. Yeah. Okay. Now that we know a little bit more about you, will you please share your message, and afterwards we'll go forward. Perfect. Okay, So thank you. I'm going to talk about my perspective and work on the NGO that we have created 1 year now. So the work that we do is, as I said, we create programs, trainings, and workshops in order to raise awareness and to change people's mindset. So we work with youth from 18 to up to 35 years old because we believe that changing people's mindset could lead actually to change the future and to have a good impact on our environment and in our future life. Talking about gender equality, well, actually, I'm not so expert in this term of in this thematic of gender equality, but I believe that for sure, gender equality have a relationship with climate change in indirect way. How? Because I saw that women are the most affected about climate change. Since they are the most, I'm going to take an example in Morocco. We have women that work, the majority of farmers are women. And when we talk about climate change, it actually affects agriculture. So Morocco currently have water scarcity. And for sure that actually affects the agricultural sector. And for sure it will affect the women that work in this field.
So I think to change this problematic, we have to work on the adaptation. And when we talk about adaptation, I'm sorry, we talk about how we can cope to climate change impacts. And this is actually was the main actually subject that were discussed during the COP, since I have been actually represented Moroccan youth in COP 27 that were held in Sharm. So the main thing that were discussed during the negotiations and the panels is how we can adapt to climate change impacts. And we were focusing on developing countries, since they are the most affected, even if they are the lowest, countries that emit less carbon dioxide. And also we discussed the financial, how we can actually create a fund to the countries, to the developing countries, since they are the most affected, as I mentioned before. But unfortunately, some countries did not actually agree on this actually outcomes. Also, the thing that I recognized during my participation on COP27, that women are actually less representative in the COP. So during the negotiations sessions or the panels, there were less than 30% of women that represent their countries during the negotiation, and this is actually a discrimination, I can say. Because I believe that women actually have a lot of potential, have a lot of things to do, and we should actually have equality between men and the women, so that we can all work together and create sustainable future. Also, I think that we have to integrate women in decision makings. And because we believe there is a term that we call collective intelligence. We believe that men work on with their intelligence and with their mind, as we said, but women work with emotions. And actually, we need this combination between the two. This chemistry could actually help to come up with a lot of solutions and recommendations. So I think, yeah, that's that we as a woman and as a girl, as a climate activist, I hope that women will be more integrated in decision making, and give the opportunities and create, as we can say, a lot of opportunities. Yes, because women are discriminated. And there, on my NGO, we work actually on this problematic, and currently we have training only for women that will be held in Sweden with Swedish Institute, in order to help women and girls to learn more about sustainability, about the effect of climate change on their life, and hope that this project will help those goals and get the help from the experts and we hope that they will actually have the courage to implement and to be part of the decision making. Thank you so much. Very much. Thank you very much. Juste pour les personnes qui étaient présentes et qui ne parlent pas forcément bien anglais, juste pour faire un petit résumé, donc elle nous a adressé ici les problèmes ou la problématique concernant le genre et le climat. Elle a également participé à la COP cette année et a pu voir vraiment la non-représentation, ou plutôt la sous-représentation des femmes dans ce genre d'événements. Pour elle, les points, donc les keynotes, les points principaux, c'est évidemment avoir des solutions possibles pour pouvoir davantage impliquer les femmes et de pouvoir vraiment les mettre à des postes et à des niveaux nationaux et communautaires.
avoir également des budgets sensibles au genre pour s'assurer que les femmes sont soutenues au niveau national. Elle propose également de veiller à ce que davantage de filles reçoivent une éducation afin d'accroître les possibilités de travail et la flexibilité. Et également promouvoir une meilleure compréhension de l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et les autres minorités. Finalement, elle conclut avec la possibilité, ou plutôt la proposition de mettre en œuvre davantage de plans humanitaires et de réduction du risque des catastrophes. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais continuer aujourd'hui avec nos deux intervenantes qui sont sur le plateau et également notre intervenante qui est en duplex et que je vois qui est déjà là. Je vais commencer par vous, Madame. Désolée pour les. Voilà. Je vais commencer par vous, Madame Aimée Félicité Essonneau-Henny. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes expert en genre, attaché de cabinet à la présidence de la République du Gabon. Merci d'être parmi nous. Madame, vous êtes psychologue de formation et vous avez débuté votre carrière au ministère en charge de la promotion de la femme et vous avez ensuite suivi pendant 3 ans une formation dans les questions de développement à l'Institut panafricain pour le développement, l'Afrique centrale, IPD-ESI. Pendant près de 10 ans, vous avez coordonné des projets de promotion de la femme et la promotion de l'égalité des genres au sein du ministère en charge de la promotion de la femme et mise en place de la cellule d'écoute des personnes en difficulté sociale. C'est vrai que c'est une introduction qui est un peu lue comme ça. Je préfère le plus souvent demander aux personnes de se présenter. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, s'il vous plaît? Merci pour l'honneur qui m'a été fait. Bonjour à la salle. Je suis effectivement Aimée Félicité Essonneau-Henny. Je suis gabonaise. Je suis expert genre et développement. Et si j'ai été conviée à cette rencontre, c'est tant parce que je suis consultante. Ce n'est pas tant la fonction, mais c'est mon rôle de consultante au regard de mes nombreuses formations qui m'amènent d'être là ce matin. Alors la thématique, je ne sais pas si je peux en brancher ou bien il faut attendre, comme vous donnez le top, développer, me présenter seulement. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis présentée. Oui, je voudrais bien que vous vous présentiez. On va donner l'occasion à nos deux autres panélistes de se présenter également. D'accord, donc c'est ce que je vous disais. Je suis surtout ici en tant qu'expert genre et développement et surtout parler de l'expérience que j'ai vécue avec la question du genre et les changements climatiques. Donc tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Je vous remercie. Et à la personne qui nous rejoint en duplex, qui est Marie Tamwafo Nkom, présidente de l'association Jeunesse Verte du Cameroun, de bien vouloir se présenter pour qu'on évite un peu de faire des présentations un peu trop consensuelles. Bonjour à tous. La parole est à vous. On ne vous entend pas. On va demander peut-être d'avoir un peu de son avec l'image. Est-ce que vous m'entendez là? C'est parfait. Allez-y. C'est parfait. Bonjour à tous. C'est toujours difficile à distance d'intervenir. Je suis effectivement Marie Tamwafo Nkom. Je suis coordonnatrice régionale d'un réseau sous-régional des jeunes pour les forêts du bassin du Congo. Je suis fondatrice aussi de l'association Jeunesse Verte du Cameroun depuis une vingtaine d'années qui vise à promouvoir l'intégration et la participation des jeunes et des jeunes filles aux décisions sur les questions environnementales et climatiques. Nous avons au niveau du Cameroun un programme Organisation et Développement des communautés à la base qui essaye de donner des actions innovantes, de mener des actions innovantes en direction des zones rurales, des communautés rurales. C'est un programme qui allie énergie et climat, mais aussi qui donne la possibilité aux jeunes entrepreneurs d'apporter un peu de vie dans ces communautés reculées. Au-delà de cela, nous avons 3 actions principales que nous menons qui sont des solutions. Comme je l'ai dit, le programme Organisation et Développement communautaire, c'est dans le cadre du solaire et de l'énergie. Mais nous avons un événement qui prépare les jeunes et les jeunes filles et surtout les jeunes leaders du bassin du Congo
aux négociations internationales. Et sur ce pan-là, ce que nous avons pu mettre en place, c'est un événement que nous appelons la COP chez nous, qui regroupe des jeunes acteurs du bassin du Congo pour essayer de renforcer les capacités des jeunes femmes sur ces questions liées aux négociations internationales. Et peut-être un troisième aspect sur lequel je travaille, c'est des caravanes de mobilisation et de sensibilisation. Nous faisons beaucoup dans ce qui est renforcement des capacités, accompagnement des jeunes filles sur les questions actuelles et les jeunes femmes, effectivement, sur leur participation en lien avec la Commission climat du bassin du Congo. Voilà quelques actions brèves que je peux présenter rapidement, mais de toutes les façons, je reviendrai sur d'autres éléments si j'ai des questions plus précises. Merci à vous. Nous allons continuer avec, voilà, vous pouvez prendre le micro, Madame Fetouma Gerari Benabbendi, qui est cofondatrice de l'association Terre et Humanisme Maroc. Merci. Alors, je n'ai pas pour habitude est-ce que le micro de dans ce que je fais, parce que je pense que je le fais parce que ça me fait d'abord beaucoup de bien à moi, donc j'ai absolument pas besoin de le dire. Mais ce que j'aimerais dire ici, puisque nous sommes dans un forum pour l'Afrique, et puis nous sommes dans un panel pour le genre et le climat, donc ce que j'aimerais dire, c'est revenir à trois évidences. Oui. D'abord, je remercie le choix de la thématique parce que l'Afrique, effectivement, peut prendre son destin en main parce que l'Afrique est un continent très riche, contrairement à ce qu'on dit, puisqu'il détient les minerais. L'Afrique n'est pas surpeuplée, comme on veut le faire croire, mais c'est un continent qui fait 6 fois l'Inde et qui a juste 1 milliard d'habitants, alors que l'Inde en fait déjà plus de 1 milliard 200 ou 300 millions, quelque chose dans ce style. Et puis, l'Afrique a un souffle. Ce souffle, ce sont ses femmes et sa jeunesse. Et je crois que là, on met le doigt sur des questions fondamentales et on a tout ce qu'il faut pour véritablement prendre notre destin en main. J'espère que ce panel sur le genre ne va pas parler des diagnostics, parce qu'on les connaît, mais surtout de cette capacité des femmes à s'en sortir en Afrique. J'ai toujours été épatée par les femmes marocaines d'abord, puisque c'est avec elles qu'il m'arrive de travailler souvent, et par les femmes africaines. Et comment elles s'en sortent avec justement sa problématique des changements climatiques. La dernière évidence, puisque nous sommes sur les changements climatiques, c'est nous ne sommes pas en train de rendre service à la planète. Non. Nous sommes en train de rendre service à l'humain. Parce que nous sommes un élément de la planète et de la nature, comme tous les autres éléments. Donc, effectivement, si nous avons cru pendant longtemps, et surtout ceux qui ont les puissances, les grandes puissances, comme on dit, parce qu'être une puissance, c'est véritablement capable de gérer même les changements climatiques. Or, ce n'est pas le cas. La nature nous dépasse, et là, elle montre qu'elle est beaucoup plus puissante que nous. C'est justement de revenir à cette idée que nous sommes un élément de la nature au même titre que les autres éléments, et que nous avons intérêt à être beaucoup plus humbles. Et le mot humble donne le mot humanité, qui vient de l'humus, de la terre. Et donc revenir à la terre, respecter la terre, non pas pour respecter la terre, mais pour nous respecter nous-mêmes, parce que nous en sommes un élément. Nous sommes à la terre et nous reviendrons à la terre. Voilà. Merci. Madame, vous me demandez tantôt, est-ce que je peux y aller directement? Je vais vous dire oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette thématique dans un premier temps? Et est-ce que vous voulez bien partager votre expertise avec les personnes qui sont ici aujourd'hui? Je vous remercie. Je pense que cette thématique vient à point nommé, parce que la prise en compte de la dimension genre n'a pas fait l'objet de beaucoup d'attention pendant un bon moment. Elle est récente à la limite pour mettre à l'avant le fait que les femmes sont fortement impactées par les conséquences des changements climatiques.
L'expérience que je l'ai vécue grâce au Fonds Vert Climat, qui avait besoin de mieux connaître les conséquences des changements climatiques sur les femmes vivant dans une zone spécifique. Pourquoi? Parce que simplement, mon pays avait élaboré une politique d'adaptation climatique, mais n'avait pas tenu compte de la dimension genre. Donc, il a fallu repartir sur le terrain pour mieux comprendre ce que les femmes vivent et quelles sont les solutions qu'on peut proposer. Donc, cette étude portait sur les zones du littoral. Dans mon pays, concerne 3 provinces. Et pour l'échantillonnat, nous avons retenu 2 provinces. Et en allant sur le terrain, les femmes de ces zones vivent plus de la pêche, Oui. la pêche à pied. Et face au changement climatique, elles sont impactées dans ces activités qui sont à la base de leurs activités génératrices de revenus, de leur survie. La montée des eaux, la salination des eaux, la baisse de la ressource, parce qu'elles vivent de la transformation des crabes, elles vivent de la pêche à pied pour ramasser les escargots de mer, les coutes de mer. Or, avec les changements climatiques, la ressource se raréfie. Or, ces ressources sont à la base de leurs activités pour s'occuper d'elles-mêmes, s'occuper de leur famille. Et ça, le plan n'avait pas tellement tenu compte. Il a fallu effectivement, parce que nous, les experts, nous avons aussi l'obligation d'alimenter les informations à mettre à disposition. Sur le plan agricole, celles qui le font un peu, il y a les fortes chaleurs. Il y a les fortes chaleurs. Il y a certaines plantes qui ne poussent plus correctement, on se pose la question. Elles voulaient savoir parce qu'elles utilisent les méthodes archaïques, il faut le dire. Et lorsqu'elles sont perturbées, elles sont complètement perdues. La femme, donc, ça, c'est par rapport à ses activités. Ensuite, il y a, lorsqu'il y a un événement, tel qu'une inondation, la femme doit, en plus de ses activités, continuer à assumer ses rôles au niveau de la reproduction. Donc, chercher de quoi manger pour la famille, chercher où est-ce qu'on va dormir, être capable de se déplacer. Donc, lui demander des capacités de résilience auxquelles, parfois, la répartition des rôles dans la société ne l'a pas toujours préparé. Donc, je pense que ce thème est vraiment à point nommé parce que ça permet de poser les vrais problèmes pour que des solutions adaptées soient également proposées aux femmes. Soit que la science également s'y mette sur le plan agricole, proposer des plantes climato-intelligentes. On en parle de plus en plus, qu'il s'agisse des plantes, des cultures vivrières, des cultures de rente. On en parle de plus en plus pour permettre aux populations de continuer à œuvrer. Merci. À œuvrer dans le cadre de la sécurité alimentaire, même si on est victime d'une inondation, on doit continuer à manger. On doit chercher où dormir, on doit chercher où se soigner. Donc je crois que ce débat, cette thématique tombe vraiment à point nommé pour que nous commençons à poser les vrais problèmes. Il n'est plus question de faire semblant parce que les changements climatiques n'ont plus de timing. Les climats changent à n'importe quel moment. Moi, je suis du centre du Gabon. Depuis 3 semaines, le plus grand fleuve est sorti de son lit. Il n'a pas demandé d'autorisation et les gens ont dû partir en catastrophe. Et on parle aujourd'hui de déplacés climatiques, ce qui est assez grave. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour le moment par rapport à cette thématique. Merci, madame. Je vois que vous vous rejoignez très fort. Je suis presque dans un fire chat entre vous deux quand vous parlez de cette influence et surtout de cette résilience des femmes face à ce changement climatique et réellement des solutions qu'elles trouvent au quotidien pour vraiment faire remonter non seulement la structure familiale et fatalement la société en elle-même. Je vais partir voir notre invitée au Cameroun et lui demander justement, elle qui s'occupe des jeunes et qui est dans le domaine plus rural, je vais dire, où on parle aussi de déforestation. Ici, on vient d'entendre parler des plantes, c'est ça, hein, des plantes qui sont quelque part un avenir pour nous et une solution locale à un problème local. Qu'est-ce que vous entreprenez de votre côté avec les jeunes et qu'est-ce que vous avez comme solution à apporter? Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans la recherche de solutions et surtout dans la mise en exergue de ce que les femmes font au niveau climatique. Oui, merci, Madame la modératrice. Je pense qu'il y a déjà, je voudrais revenir sur la question du genre essentiellement pour
sur le fait que la plupart des acteurs de la société civile considèrent que le genre renvoie forcément uniquement aux femmes. Et merci de préciser que les jeunes sont concernés, la génération future est concernée et que les rôles assignés aux femmes et aux hommes dans cette société-là nous concernent tous. Donc, je travaille sur l'intégration des jeunes et des femmes sur ces questions. Un des axes a toujours été pour moi de travailler avec la génération future et de montrer comment est-ce que le climat, qui est quand même la planète où nous vivons tous, qui est un problème critique qui est vécu par la plupart d'entre nous, et surtout en Afrique centrale, le bassin du Congo qui est actuellement qui risque de devenir le premier poumon de la planète, doit être préservé par ces générations futures-là. C'est la raison pour laquelle j'avais axé mon action essentiellement sur les solutions que cette jeunesse pouvait apporter. Et lorsqu'on regarde justement les solutions et qu'on regarde aujourd'hui les effets du changement climatique qui sont ressentis, au niveau rural, par exemple, au Cameroun, lorsque vous allez dans les zones communautaires, souvent, à l'époque, nos mamans savaient exactement quand il fallait faire des récoltes, quand il fallait commencer à faire des semences, quand est-ce qu'il fallait justement aller faire des plants. Et aujourd'hui, le climat est fortement perturbé et nos mamans dans les villages, nos grandes-mères n'arrivent plus justement à saisir ce qu'il y a à faire. Et ce qui pousse aussi les jeunes aujourd'hui à ne plus savoir aussi comment se référer à leurs grands-parents sur cette question. Donc les enfants, aussi bien les enfants, aussi bien les hommes, aussi bien les femmes, ont un rôle qui leur est important sur cette question-là. On constate effectivement que les femmes figurent parmi les premières victimes du changement climatique. Et à ce côté-là, nous avons imaginé une solution qui devait leur permettre d'agir au niveau local. Ça a été d'utiliser le solaire, les énergies solaires. Okay. Notre programme a commencé en 2009. Et ce que nous avons pensé comme solution, c'était d'apporter d'abord de la lumière à ces femmes qui souvent allaient dans les champs, travaillaient toute la journée, revenaient dans le noir et n'arrivaient pas à faire la cuisine. Donc, cette solution pratique au niveau de l'énergie solaire leur a permis non seulement de rentrer un peu plus tôt, d'avoir de la lumière lorsqu'elles avaient fait leur récolte, de pouvoir faire à manger à leur progéniture lorsque c'était possible. J'ai une question. Dans ce programme, nous l'avons appelé le programme Organisation et Développement des communautés. Okay. Un deuxième programme qui est une solution que nous mettons en place aussi. Est-ce que vous m'entendez ? Juste au niveau de ce programme, si vous permettez, j'ai une question. Et c'est une question, j'embraye juste sur ce que vous venez de dire. Et c'est une question qui est aussi pour nos intervenantes ici sur le panel. C'est de savoir, vous parlez d'une solution qui a été trouvée à un niveau local. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que cette solution-là est transposable? Est-ce que cette solution-là est, j'ai presque envie de dire, marketable? Pourquoi je pose cette question? Si j'ai un peu envie de sauter un peu dans la mare pour ne pas faire une conversation un peu trop lisse. Est-ce que chaque fois qu'on parle de genre, est-ce que chaque fois qu'on parle des femmes, on doit parler à un niveau micro? Non, justement. Je vous lance la balle et je reviens ici. Si vous permettez, j'ai une personne sur le plateau qui va répondre et je vous donne la parole après. C'est bon? D'accord. Oui, s'il vous plaît. Alors, pour revenir à cette histoire de micro-macro, vous savez, les femmes en Afrique, et je pense que je parle là des femmes cette fois-ci, elles sont pratiquement entre 70 et 80% dans l'agriculture. Et l'agriculture, c'est la sécurité alimentaire. C'est la sécurité tout court. Et ce sont les femmes qui font à manger et préparent les ingrédients qui font de l'agriculture. Et ça, je crois qu'avec les changements climatiques, cette donne est réellement menacée. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a les inondations, il y a la désertification, il y a la sécheresse. Et que vont devenir ces femmes? Que vont-elles faire? Comment vont-elles nourrir toute cette population en Afrique? Donc, c'est plus du micro, hein. C'est peut-être du micro dans l'action, mais c'est du macro dans la représentation et dans l'implication et l'engagement. Donc, là, véritablement, il y a à faire. Parce que l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vivier. L'Afrique, c'est peut-être l'avenir de l'humanité, l'avenir du monde.
Mais attention, il ne peut pas être l'avenir du monde s'il est en mauvais état. C'est tout le monde qui risque d'être en mauvais état. Oui. Parce que l'Afrique, peut être un grand verger du monde. Il peut être un grand potager du monde. Il peut nourrir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de gros problèmes. Partout ailleurs. Vous avez vu les problèmes d'inondations, de terres érodées, avec l'érosion. Et donc, il y a vraiment un mal que l'Afrique peut transformer et répondre en bien. Pour cela, eh bien, la question, elle est aussi celle des femmes, du monde rural et des femmes, et des jeunes, bien sûr. Mais on peut, si on les forme, ces femmes-là, si on les encadre, si elles ont leur place, la place qu'elles méritent, c'est-à-dire non pas en train de faire de l'aumône aux femmes et de les aider par petits groupes, non, 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 c'est qu'elles ont une place importante dans le devenir de l'Afrique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elles sont le souffle. Et sans les femmes, l'Afrique et le monde s'essoufflera. Je vous remercie. Merci. Vous voulez intervenir, Madame Essonneau? Alors, sur cet aspect, je dirais que les solutions sont d'abord macro, on peut dire, mais ensuite, le niveau macro permet de s'adapter aussi à chaque contexte. Parce que chaque contexte a aussi ses spécificités. Tout à l'heure, je vous parlais des femmes qui vivent en zone côtière. Leur activité, c'est en rapport avec la mer. À la limite, c'est tout ce qu'elles savent faire. Donc, lorsque cette spécificité est impactée, elles aussi, elles sont impactées. Lorsque je cite le cas des femmes qui vivent au Cap Esterias, elles partent du Cap Esterias, pratiquement elles parcourent près de 23 km pour venir vendre à Libreville. C'est leur exclusivité. Il n'y a qu'à cet endroit que l'on trouve des couteaux de mer, des fruits de mer, etc. Donc, c'est vous dire qu'il y a la dimension macro, c'est vrai, mais nous, les experts, avons aussi l'obligation de donner des indications spécifiques par zone. C'est parce que les réponses seront aussi adaptables par zone. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai, on a besoin également du niveau macro, mais il faut savoir que les changements climatiques, à la limite, s'en fichent des frontières, si vous voulez. Donc, du coup, il faut également penser à cette dimension. La question que vous abordez par rapport à la population femme et les jeunes, c'est vrai. Les jeunes garçons aussi sont impactés parce que lorsque nous œuvrons dans nos pays pour le retour à la terre, pour lutter contre l'exode rural, mais si ces zones ne sont plus stables sur le plan climatique, c'est encore un autre problème. Il faut contenir ces jeunes garçons dans les capitales provinciales. C'est un problème alors que l'on souhaiterait qu'ils repartent vers les zones rurales pour continuer à les faire vivre. Mais qu'est-ce que l'environnement leur propose? Est-ce qu'ils ont été formés à s'adapter à ces changements climatiques? Est-ce qu'ils pourront prendre le train en marche? C'est ça toute la question. Donc je suis d'accord pour dire que les réactions, où vous voulez, les solutions à proposer doivent d'abord être macro, mais il faut également tenir compte de la spécificité de chaque environnement. Les pays insulaires ont des problèmes spécifiques. Voilà. Merci. Madame Nkom, vous vouliez dire quelque chose? Do you want to add something also on this point? So I just want to say that before we talk about solutions, I don't know, it's good. Okay. Before we talk about solutions, we have to actually know the real issue. So we talked about agriculture. Women works, actually, the majority of people work as farmers are women. So we can say that we have to know what they need, what the problems that they face, and try to collaborate with the governments. And this is actually the major work for the civil society, like the NGOs, and they have like a critical role in this situation. So that's why, as a community, as an organization, we encourage like young people specifically to create opportunities and to help those women to start creating either their opportunities and not waiting for governments or the decision making to give them like solutions. So yeah. Donc encourager les jeunes et les femmes à créer des opportunités, à créer des collaborations, de sorte à ne pas toujours avoir à attendre les solutions gouvernementales. On a besoin de leur aide, mais pour commencer le processus, il faudrait que le processus se fasse sur le terrain. Oui, exact.
Ok. Voilà. Madame Nkom, vous aviez encore un second point, j'entendais. Oui, je disais que j'étais tout à fait d'accord avec les intervenantes sur le fait qu'il y a une action globale qui doit se faire et il y a une action qui doit se mener au niveau local. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons pensé. En tant qu'association, nous avons mené quelques solutions, réalisé quelques solutions, mais nous avons aussi pensé qu'on ne peut pas travailler en isolement au niveau de nos pays. On ne peut pas travailler seulement au niveau local parce que cette question intègre un volet international qui est important. Il s'agit de la planète aujourd'hui et il s'agit d'un contexte dans lequel nous tous nous sommes concernés. C'est la raison pour laquelle, bien que nous agissions au niveau local avec des projets communautaires et des actions communautaires et des solutions qui sont à la fois portées par notre association mais aussi par les organisations membres de notre réseau, qui sont diverses, dans divers volets, que ce soit en lien avec l'énergie, en lien avec l'agriculture, c'est diverses organisations qui apportent ces solutions. On a pensé effectivement qu'il fallait aller au-delà. Aujourd'hui, on parle des conférences internationales sur ces questions, on parle de négociations internationales. Comment est-ce que la femme rurale, elle, pourra présenter cette solution qu'elle apporte globalement au niveau local, très souvent au niveau international? On s'est demandé comment est-ce qu'un jeune dans une communauté comme Gmeduka peut faire entendre la voix de tous les autres au niveau international. C'est la raison pour laquelle nous avons construit des coalitions, des plateformes au niveau sous-régional pour être représentés dans ces sphères où ces questions sont discutées. Okay. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le souhait, c'est d'avoir des agricultrices, des femmes. Oui. Je vais vous donner encore une petite minute pour conclure, pour qu'on puisse à nouveau donner la parole aux personnes ici en présentiel. Oui, tout à fait. La réflexion enclenche tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être pour conclure, c'est que ce que nous pensons faire aujourd'hui, c'est que lorsque nous plantons aujourd'hui, c'est pour éviter de trop acheter ou de trop consommer, pour avoir une tendance à conserver justement ce que nous voulons conserver pour demain. Donc, nous les femmes et les jeunes, on a vraiment d'importantes connaissances à acquérir, que ce soit pour contribuer positivement au niveau local, mais aussi des informations au niveau international sur tout ce qui est transfert des technologies, pertes et dommages, sur tout ce qui est finance, climat aujourd'hui, pour permettre à ce que l'action locale des femmes se fasse réellement et que l'action des jeunes au niveau local se fasse pour enclencher un impact, un changement au niveau local. Ok, merci beaucoup. Je vais demander aux personnes dans la salle si elles ont l'une ou l'autre question à poser à notre panel. Et je vais rappeler aux personnes qui nous suivent en direct qu'il y a la possibilité, chaque fois que vous voulez, de poser vos questions. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag IF22 ou hashtag IFARAN Forum. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Voilà. Merci. On n'entend pas très bien. Non, je crois que je vais changer de micro. Un, deux. Bon. Un, deux. J'ai pas l'impression. Un, deux. Un, deux. Voilà. Merci. C'est un peu mieux, je pense. Oui. Merci à toutes pour ces échanges très intéressants. Je voulais revenir rapidement si possible, sur la COP27, puisque la question du genre et le lien entre genre et climat a été mis à l'agenda. On sait aussi que cette interaction entre genre et climat est une question, est un sujet à part entière, en tout cas dans la gestion des changements climatiques, conformément aux accords de Paris. On sait que c'est vraiment un sujet politiquement important. Maintenant, apparemment, après la COP27, ça n'a pas été suivi d'actes concrets. Il y a un plan d'action qui était prévu, qui n'a pas été voté. Donc, est-ce que selon vous, effectivement, cette question du genre doit perdurer, en tout cas à ce niveau-là de discussion? Et qu'est-ce qui, selon vous, ça fait deux questions, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que ça soit un sujet qui soit réellement pris au sérieux et considéré comme une problématique, une thématique à part entière? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, vous pouvez commencer, madame. Oui. Voilà. Oui. Alors, votre question, le micro. Allô? Oui. Ok.
merci pour la question. Vous savez, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui changement climatique avait déjà été posée lors de la 4e conférence mondiale des femmes tenues à Beijing en Chine. Ça s'appelle encore environnement. La question de l'environnement faisait partie du plan d'action de Beijing en 1995. On a commencé à tirer la sonnette d'alarme. J'ai la chance d'y avoir été. On a commencé à tirer la sonnette d'alarme et tous les pays avaient retenu ce point dans leur politique à mettre en œuvre. Mais le temps a passé, on est resté pratiquement au même point. Ça s'appelle maintenant aujourd'hui changement climatique. On essaie encore d'attirer la sonnette d'alarme parce que nous tirons vraiment la sonnette d'alarme. Des politiques ont été mises en place, des programmes, mais on n'a pas tenu compte de la situation réelle de la femme, de l'impact sur la vie de la femme, dans ses rôles traditionnels de reproduction et de production. Je crois que nous sommes là, c'est pour ça aussi. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment donné d'éléments à ceux qui ont fait des études, à ceux qui ont élaboré des plans cadres, etc., pour qu'ils comprennent que les femmes sont impactées, que les grandes décisions qui se prennent, si la principale concernée, qui est la femme, n'est pas mise à contribution, évidemment, les solutions ne seront pas clairement établies. Donc, je réponds à votre question, c'est pour dire, on ne se lassera pas. Comme on dit, la répétition est l'amie de la mémoire. Il faut continuer à faire du bruit, à tambouriner, à attirer l'attention, parce que la femme est fortement impactée dans tous ses rôles. Voilà ce que je voulais dire par rapport à votre question. Merci pour la question. En tous les cas, je pense qu'elle a le mérite d'être posée parce que c'est le moment ou jamais de rappeler à l'ordre que les femmes devraient faire partie de tous ces appels à financement, de tous ces fonds, et que la question des femmes est au centre, surtout pour l'Afrique. Parce que, nous, comme on vous l'a dit, les femmes représentent pas que la moitié de la population, mais elles représentent la prise en charge des communautés. Vous le savez, en Afrique, les hommes sont ailleurs, les femmes sont sur le terrain. C'est elles qui s'occupent à la fois des générations futures et des générations vieillissantes. Donc elles sont prises en étau entre les deux et c'est elles qui mènent la barque. Donc on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc du coup, étant touchées par les changements climatiques, eh bien c'est toutes les pans de société qui sont menacées par les changements climatiques. Et donc du coup, si solution il doit y avoir, c'est la solution avec les femmes et non pas sans les femmes, ou alors les femmes interviennent, on leur fait des cadeaux, on est en train de les aider, on va aider les femmes. Non, 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 c'est pas aider les femmes, c'est aider l'Afrique. Aider les femmes, dans le cadre des changements climatiques, c'est aider toute l'Afrique à se remettre sur ses pieds et à prendre son destin en main et aller plus loin. Ça veut dire, c'est pas simplement le financement, c'est les financements, c'est aussi les projets. Et là, effectivement, quand on parle projet, au niveau macro, c'est des grandes visions, c'est des grandes stratégies, mais au niveau micro, c'est l'adaptation, c'est l'atténuation, mais c'est aussi les femmes sont menacées, donc c'est tout ce qui est menace de ce fonds, menace, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, ce 3e fonds, où les femmes sont en tête de liste, devraient être considérées comme étant celles qui sont le plus menacées. Donc, je pense que là, la COP6 doivent revenir et remettre les pendules à l'heure et les femmes au centre des problématiques africaines pour ce qui est des changements climatiques. I just want to add like something. During the COP, we all actually, like youth specifically, noticed that the presence of women is actually less than men, and we try to talk about this issue actually, since women are. I'm always like I always say that we have like the potential. We have a lot of like creative things to do, and we hope that this discrimination actually can actually will not be present in the next COP that will be held like next year, and focus either on like gender equality as one of the discussable panels or discussable points in COP27. So yeah, we hope that we will be present and
just to say that women, African women specifically, were really they impressed me during the COP27. They have like such incredible presence and a lot of things to do and to give. So yeah, hopefully we can be part of I hope that the percentage of women in COP28 will be more than this year, and so that we can actually be the men. I'm sorry. Thank you. Merci. Oui. Juste pour traduire rapidement, donc elle a reparlé à nouveau du fait que les femmes étaient en minorité, certes à la COP, mais quel impact est-ce qu'elles avaient, ces femmes africaines là-bas, et quelle présence est-ce qu'elles avaient? Oui, prochaine question. Merci. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Une réflexion, qui va ok. déboucher sur une question. Ok. Je ne vais pas du tout être longue. Moi, j'avais une réflexion autour de la femme et l'agriculture. Je viens de la région du Sud. Je vois avec beaucoup de bonheur le nombre, j'allais dire, de coopératives qui ont vu le jour ces dernières années. Et d'ailleurs, on a un marché solidaire ici à Casablanca. Je vois aussi la manière avec laquelle les femmes se comportent avec la terre et comment elles respectent cette terre pour faire écho à l'AFTOM. Et moi, ma réflexion a toujours été, peut-être parce que je viens du monde financier, pourquoi les femmes aujourd'hui ont autant de difficultés à accéder à la propriété terrienne. C'est-à-dire que je fais un lien direct entre la femme en tant que propriétaire, la femme en tant qu'exploitée et non pas exploitante, et la conséquence qu'on en tire justement sur l'impact de cette relation avec la terre et comment on peut mettre la femme au centre de cet empowerment, j'allais dire, économique et par conséquent aussi climatique, avec la possibilité d'être beaucoup plus structurée, en tout cas sur ce secteur-là, que ce soit au Maroc ou ailleurs, pour donner la possibilité aux femmes d'être plus présentes. Voilà, je voulais avoir votre retour par rapport à cette réflexion/question. Je vais prendre la deuxième question directement, si vous voulez bien, mesdames, et vous répondrez en une fois. Oui, mon nom est Qassem Boutaïb, je suis un militant de la cause africaine. Je suis très heureux d'être un homme aujourd'hui. Le privilège d'être un homme parce que ça me donne le privilège de servir la femme, de servir la femme africaine et de servir l'Afrique, qui est une femme, une mère, le souffle de l'Afrique sans lequel l'Afrique va s'essouffler, certes. Mais j'ai eu la chance de sillonner 27 pays africains. J'ai passé les 5 plus belles années de ma vie en Côte d'Ivoire. J'ai installé des banques au Sénégal, en Guinée, au Niger, etc. etc. On a l'impression qu'il y a autant d'Afrique que de pays africains. Et ce matin, j'ai presque eu l'impression, j'ai eu peur d'entendre qu'il y a deux Afriques, celle des femmes et celle des hommes. Il y a une seule Afrique. Sans nous, vous ne ferez pas l'Afrique. Et sans vous, on ne réussira pas l'Afrique. C'est très important. Donc, utilisez-nous comme médiateurs, comme serviteurs, mais nous pouvons aussi vous aider un tant soit peu à assurer le bien-être de nos enfants, la popote et tout le reste. Mais ne nous oubliez pas, nous sommes là. Merci mon ami. Je ne pense pas qu'on soit là pour parler de deux Afriques, l'Afrique des femmes et l'Afrique des hommes. Non, je ne sais pas si c'est cette impression qu'on a dit, on s'en excuse. Parce qu'une Afrique sans les hommes ne va pas loin, et une Afrique sans les femmes n'ira pas loin non plus. Donc c'est ensemble qu'on fait l'Afrique. Mais simplement, nous rappelons que les femmes sont en première ligne des changements climatiques, surtout qu'elles travaillent le plus dans l'agriculture, et que l'agriculture est le secteur qui est le plus touché par les changements climatiques. Il y a trop d'eau, ça ne va pas, il n'y a pas d'eau, ça ne va pas. Donc du coup, vous comprenez parfaitement que si on travaille dans ce secteur-là et qu'il est menacé par les changements climatiques, eh bien c'est toute une activité avec tout l'impact qu'elle a sur la population qui est menacée. Donc du coup, c'est important de le rappeler. C'est juste une évidence. Hein. C'était juste une évidence, remettre les choses dans leur contexte pour montrer que
les femmes. Et deuxième chose, c'est que l'agriculture, ben, c'est l'activité numéro 1 qui nourrit tout le monde, les hommes et les femmes. Donc du coup, il faut se sentir concerné par cette activité. Je pense que c'est important. Et malheureusement, ben, c'est l'activité où les acteurs qui font cette activité sont les plus mal logés, les moins reconnus, les moins valorisés. Et les femmes sont les dernières de la pyramide, de cette pyramide qui est déjà mal en point, et les femmes sont en bas de la pyramide. Et donc, du coup, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas en train de défendre les femmes. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai appris une chose, ce qui m'a permis d'être militante pour toutes ces causes, ce sont les évidences. Et je me suis posé la question de me dire, est-ce que je suis quelqu'un parce que je suis une femme ou un homme? Et puis je me suis rendu compte que je suis une femme et je n'ai rien fait pour l'être. Je suis née comme ça. Et tu es né homme et tu n'as rien fait pour l'être. Tu es né comme ça. Donc où est le privilège? Il n'y en a pas. Où il sera? Où sera vraiment ta valeur? La valeur, elle va être dans ce que tu vas faire pendant ton cheminement d'être un homme ou une femme sur cette planète. Donc du coup, vous savez, je n'ai pas de problème avec cette considération. Nous sommes d'abord des êtres humains qui œuvrons pour l'humanité et l'humanité africaine aussi. Merci. Alors, je vais d'abord réagir à la remarque de monsieur pour dire que nous ne sommes pas prêts, nous les experts genre, à retomber dans le piège de l'IFD. D'accord? Nous sommes conscients que le genre, c'est l'homme et la femme. Je rentre de Zanzibar. Je suis membre du réseau des femmes leaders d'Afrique et nous menons une caravane pour la promotion du E4She. Lui pour elle. Pour dire que les deux vont ensemble. Je crois que c'est ça qui est plus important. Ce n'est plus seulement femme, femme, homme, femme, non. Les deux vont ensemble. Maintenant, pour revenir à la question de l'agriculture et le genre posé tout à l'heure, l'agriculture est un des domaines, malheureusement, où il y a le plus de discrimination en termes de rôle et de tâches. Lorsque vous listez les activités agricoles, quelle que soit la zone, vous verrez que près de 70% des tâches sont faites par des femmes. Les hommes, comme elle a si bien dit, sont au premier niveau, c'est-à-dire l'accès à la terre. Où on plante, et qui va planter? C'est d'abord le où on plante. Le où on plante, c'est ce à quoi elle a fait allusion en parlant de la question de la terre. La question de la terre, malheureusement, elle est sexo-spécifiée. Est-ce que la femme a accès à la terre? C'est ça la question. Dans la plupart de nos pays, non. Par le système patriarcal, les femmes n'ont pas accès à la terre tout de suite. Je crois que, et ça pose un problème. Si vous allez en mariage, vous avez accès à la terre que la famille de votre époux veut bien mettre à sa disposition. C'est là que vous plantez. Lorsque vous divorcez, vous n'emporterez pas votre champ avec vous. Donc ça, c'est un problème. Et lorsqu'aujourd'hui, les changements climatiques entrent dans la danse, ça complique encore davantage la chose. Donc ça complique encore davantage la chose. Et nous sommes convaincus, même les femmes, lorsqu'elles sont à un statut, elles sont seules, parce que tout le monde n'est pas forcément lié à un mari. Il y en a qui sont seules, chefs de famille monoparentales. Elles doivent planter, elles doivent se prendre en charge. Et là encore, elles font face à beaucoup de difficultés parce que la terre, parfois, elles sont obligées de la louer ou d'acheter en termes d'accès, parce que pour commencer l'agriculture, il faut d'abord la terre. Si vous n'avez pas la terre, vous ne pouvez pas planter. Donc je pense que cet aspect est effectivement très, très important pour la mise en œuvre des politiques agricoles dans nos pays. Comment est-ce que la femme accède à la terre pour lui permettre de planter en toute sécurité? Aujourd'hui, la sécurité, ce n'est plus seulement les bêtes sauvages, etc. Non, c'est aussi les changements climatiques. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de frontières. Ça change comme ça veut à tout moment. Donc, je ne sais pas si cette question, tous les pays doivent en fait s'y pencher. La question de l'accès à la terre pour la femme et ensuite comment l'amener à exploiter cette terre en faisant face aujourd'hui au changement climatique. Okay. Un autre point, c'est celui de l'accès au financement, même quand elle n'est
d'héritage, de tradition, etc. Quand elle est importante, elle peut accéder au financement. Difficulté aujourd'hui, et notamment dans les milieux ruraux, parce qu'il faut des garanties, parce qu'il faut un certain nombre de choses, et vous l'avez bien dit, les changements climatiques viennent encore plus complexifier, parce que le rendement de la terre n'est plus ce qu'il était. Ok, ça va. Oui, il y a une question. Bonjour tout le monde. Donc moi, je voudrais rebondir quand même sur, avec un point de vue un petit peu plus, on va dire, positif et puis encourageant. Je voudrais revenir à l'historique des femmes en général dans le monde entier, notamment en Afrique. C'est que la femme était isolée. La femme a toujours travaillé. La femme a toujours eu une action. Elle a élevé ses enfants, elle a travaillé chez elle, elle a travaillé à l'extérieur, elle s'est toujours battue, elle a toujours été courageuse. Et ça, on ne peut pas quelle que soit la génération qui est passée, ça a toujours été comme ça. Maintenant, avant, la femme, à notre époque, à nous, quand nous étions jeunes, la femme était plus ou moins isolée du monde du réseau social, parce qu'il y avait l'éducation, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en jeu. Actuellement, ça n'est plus le cas. Et c'est pour cela que la femme, elle est en train d'évoluer tranquillement. Elle a besoin, bien sûr, de diverses actions, mais elle évolue, elle est en train d'avancer à des pas extraordinaires parce qu'il y a la communication, elle n'est plus isolée. Nous avons tous notre téléphone. Moi, je suis là ce matin, c'est grâce à mon téléphone. Parce que j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil. Ah ben non, j'ai une matinée qui m'intéresse, je vais y aller. Et donc, toutes les femmes, à n'importe quel niveau, même quand elles n'ont pas... Même ma femme de ménage, elle est capable maintenant de me dire tel et tel truc se passe et telle recette, par exemple, de cuisine ou bien n'importe quoi. Donc, juste pour être... si vous voulez revenir un petit peu sur le côté positif, mais la femme est en train de faire des pas extraordinaires. Bien sûr, il faut l'accompagner. Et on a besoin, comme a dit ici, on a besoin de nos hommes. Et donc, c'est toute la société qui est concernée. Voilà, merci. Merci. Très rapidement. On apprend et vous allez réagir. Si on dit aujourd'hui que c'est un sujet, que le genre et le climat, c'est un sujet, c'est un débat pertinent, et qu'on doit s'attarder dessus, on doit en parler. Ça veut dire qu'on doit trouver des solutions. Alors moi, je suis curieuse de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des solutions genrées. Est-ce que ça ressemblerait à quoi? D'apporter des solutions spécifiques. Si clairement, là, aujourd'hui, on parle de femmes qui sont plus impactées que les hommes par l'impact des changements climatiques, à quoi ressemblerait l'implémentation d'une solution genrée dans ce sens? Voilà, la question est lancée. Vous pouvez commencer. À quoi représenterait... Alors, la question est très pertinente, en effet. Alors, je pense que la première des choses, c'est que les femmes sont dans l'agriculture. Eh bien, il faut qu'elles aient une place officielle et que les financements pour l'adaptation et l'atténuation, en termes d'adaptation et d'atténuation, les financements, soient alloués aux femmes aussi et à une vision, dans le cadre d'une stratégie globale et qui est déclinée selon des solutions opérationnelles, locales, régionales et internationales. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on parle de finance verte. Donc, il faut que les femmes aient leur place dans la finance verte pour pouvoir financer des projets dans ce domaine. La transition énergétique, il faut que les femmes soient dans cette transition, qu'elles aient une place officielle dans la transition énergétique. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, elles ont des problèmes parce qu'elles n'ont pas de lumière, elles sont les plus touchées. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas. Mais là, on essaye de comprendre un peu comment aider davantage les femmes, parce que de toute façon, si on aide les femmes, on va aider la communauté tout entière. Les femmes travaillent beaucoup avec la ressource naturelle sauvage, comme l'a dit madame, avec la mer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire
justement, pour quels sont les projets qui vont contribuer à sauvegarder ou à transformer ces métiers pour qu'elles puissent faire face justement aux problèmes des changements climatiques. Il y a des choses à faire. Et je pense que là, prendre connaissance de ce qui se fait à droite et à gauche et voir quelle est la capacité de transférabilité, comme a dit Madame tout à l'heure, je pense que ça aussi doit faire partie de la démarche. Je vous donne un exemple pour nous, que je connais ici au Maroc. Par exemple, les femmes travaillent avec l'arganier. Vous savez que l'arganier, c'est un arbre, vous connaissez l'arganier chez nous? Vous ne connaissez pas. Donc l'arganier, c'est un arbre mythique. Nous avons pratiquement quelque chose comme 800 000 hectares. Nous sommes leaders mondial. Vous savez qui travaille le mondial? C'est-à-dire que c'est le pays où il y a le plus d'arganiers et d'arganeraies. Et vous savez qui travaille le plus avec cet arbre? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ce sont elles qui, et dans le cadre de terres collectives, parce que c'est toute une tradition, justement, pour revenir un peu à la question d'Alia, c'est que la solution, elle est aussi dans les terres collectives, mais avec une reconnaissance pour les femmes. Parce que là, dans les terres collectives de ces arganeries, les femmes ont accès. Mais quand le système capitaliste envahit la tradition et lui fauche l'herbe sous le pied, ça pose des problèmes, là encore. Donc il y a une vigilance. Et on touche des pans entiers de la population. Vous savez qu'il y a quelque chose, plus de milliers de coopératives de femmes pour l'arganier qui ont eu des problèmes d'approvisionnement en matières premières. C'est inadmissible. C'est pas normal. Vous savez, quand ça se passe, et je pense que les problèmes de ce genre doivent être partout dans les pays d'Afrique, on doit retrouver ces problèmes-là, eh bien, c'est justement poser les questions sous cet axe-là, où les femmes gardent quand même des droits, ou ont des droits, justement, dans le cadre de toutes ces subventions, ces financements, en tenant compte de leur réalité, parce qu'elles ont une réalité. Oui. Voilà. Merci, Madame. Nous sommes dans les dernières minutes de notre panel. Désolée. Nous sommes dans les dernières minutes de notre panel. OK. Vous avez une question? Non. En fait, Thomas parle d'évidence et mes félicités parlent du mouvement lui pour elle. Juste vous faire remarquer que le lui commence par elle. Et donc c'est le même elle et c'est la même elle et ce sont les deux ailes du développement de l'Afrique. Voilà. Ouais, c'est beau. Mais j'aurais dû vous avoir en conclusion finalement. J'aurais dû vous avoir en conclusion. Je vais juste pour conclure, j'ai presque envie de vous dire que c'est la conclusion parce que nous sommes au terme du temps qui nous est imparti pour ce panel. Je vais vous remercier, mesdames, d'avoir apporté votre contribution aujourd'hui. Évidemment, c'est... Oui, nous sommes aux 4 femmes. Donc, je vous remercie pour votre présence ici. Et le débat continue, évidemment. Il ne s'arrête pas avec votre départ de ce panel. Mais j'invite toutes les personnes qui ont encore des questions et qui ont encore des interactions à les avoir en dehors de ce panel-là. Merci beaucoup. Merci, mesdames, et merci à vous.